Moi, je ne vais pas vous parler seulement de luzerne, en fait. Bonjour à tous d'abord. Je vais vous parler un petit peu des légumineuses en général et je vais essayer de resituer le rôle que pourraient avoir les légumineuses face aux enjeux, en fait, qui pèsent, qui sont une chance pour l'évolution de notre agriculture. Donc, on va regarder d'abord un petit peu la diversité des légumineuses qui existent dans les systèmes de culture français et mondiaux, donc je balayerai assez large. Et puis ensuite, je vais me poser la question, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse finalement tant aux légumineuses? On a beaucoup entendu parler des légumineuses, surtout en 2016, l'année internationale des légumineuses, et puis voir les réponses qu'elles peuvent apporter, justement. Donc une légumineuse, c'est quoi? C'est d'abord une plante dicotylédone à fleurs en forme de papillon, dont le fruit est une gousse, qui peut être exploitée en fait comme un légume, un fourrage ou même comme plante d'ornement. Et en fait, elle a une qualité spécifique, c'est qu'elle a une capacité quasiment unique à fixer l'azote atmosphérique au niveau des nodosités, donc grâce à la fixation symbiotique, ce qui évite en fait d'apporter de l'engrais azoté. Alors on dispose en fait pour nos systèmes, en particulier français, d'une grande diversité d'espèces de légumineuses. Là, j'en ai représenté une toute petite partie, qui permet en fait une adaptation à une très large gamme de conditions environnementales et de systèmes de culture. Vous voyez des pois, des trèves, des févroles, du pois chiche, du haricot, de la luzerne, de la gesse, de la vesse, etc. Et toutes ces espèces en fait peuvent être cultivées de différentes manières, soit en culture pure, soit associées à une autre espèce dans la même parcelle, dans le même champ, soit en plante compagne d'une culture de rente, soit en interculture, soit en double culture. Bref, on a à notre disposition vraiment un panel de disponibilité phénoménal. Alors, qu'en est-il finalement dans les champs? Quand on regarde ce qui se passe en France, on est obligé de constater que la surface de légumineuses en France a considérablement diminué. Vous avez en haut à gauche les surfaces de légumineuses totales, mais en fait, l'essentiel qui est représenté là depuis, donc c'est l'évolution depuis 1960. Vous voyez une grande baisse qui est principalement due aux légumineuses fourragères. À droite, vous avez la surface en légumineuses à graines qui a connu un pic grâce à un redéveloppement en fait, au début des années 80, qui a connu un pic donc dans les années 90, et puis une diminution très très forte jusqu'à aujourd'hui. Et puis je vous ai mis en bas quelque chose dont on parle moins, mais qui connaît aujourd'hui un regain d'intérêt, c'est la production de légumes secs, qui est très stable en France. Et malgré tout, on voit, si vous regardez d'un peu près la courbe verte, on voit une petite tendance à l'augmentation des surfaces de lentilles en particulier. Alors, ça c'était en France. Maintenant, en Europe, en Europe, on a en gros moins de 2%. En France, on est à peu près à 1,8% des terres arables qui sont occupées par les légumineuses à graines principalement. Alors que vous voyez dans mon petit carré en haut à gauche, dans d'autres pays, les légumineuses représentent beaucoup en Chine. Alors, évidemment, vous avez en tête les courbes de décroissance que je viens de vous présenter. Et évidemment, en face, on a l'ascension mondiale du soja qui connaît une vraie réussite grâce en particulier à son double débouché, huile-protéines, qui s'est développé beaucoup, en particulier en Amérique du Sud, au détriment en fait des prairies et de l'élevage, grâce en fait à des variétés OGM tolérantes aux herbicides, qui ont été favorisées en fait par le non-travail du sol au sein des grandes cultures. Donc tout ça, ça peut être très positif quand on regarde la courbe, mais il faut bien avoir en tête que ça s'est accompagné de graves impacts environnementaux, agronomiques, parce qu'on fait face à des résistances là-bas énormes des adventices, et des graves impacts sociaux qu'il faut avoir là aussi en tête. Et puis, on a aussi d'autres pays dans le monde qui s'affirment. Je vous présente ici les volumes produits par le Canada, les volumes de lentilles produits par le Canada, et vous voyez que finalement la courbe des exportations suit leur courbe de production, qui toutes les deux augmentent de manière très très forte. Donc le Canada s'affirme sur la production de lentilles et aussi de pois.
Donc voilà, c'est des exemples qui peuvent nous interroger en France. Oui. Juste un petit questionnement par rapport à votre slide précédent. Comment vous arrivez à avoir des exportations supérieures à la production? Ah ouais, c'est temporaire. Il y a des volumes. C'est une année donnée, donc il y a des stocks. Voilà, ça peut. On compte les stocks aussi. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tant aux légumineuses, en particulier face aux enjeux et aux limites de notre agriculture actuelle? Alors, les enjeux environnementaux, ils sont aujourd'hui mondiaux, hein, vous les connaissez tous, et finalement, ils peuvent constituer une base pour ce redéploiement des légumineuses. Alors, il s'agit bien sûr d'essayer de réduire, disons, la disponibilité en énergie fossile se réduit, et donc il faut essayer d'économiser l'utilisation de cette énergie fossile, qui est beaucoup utilisée pour fabriquer les engrais azotés de synthèse, hein. On a une augmentation importante des émissions de gaz à effet de serre, en particulier liées à l'agriculture, mais pas uniquement. On fait face, bien sûr, à différents événements qui constituent le changement climatique. On a des forts déséquilibres, je vous l'illustrerai juste après, des forts déséquilibres dans les flux d'éléments minéraux entre les différents pays, et une forte dépendance en fait de nos élevages, ce qui est lié au point précédent, une forte dépendance de nos élevages à l'importation en particulier de protéines et en particulier de soja. Avec un questionnement, en fait, on peut se poser la question, est-ce que finalement cette stratégie, elle est durable? Et puis, un enjeu français, mais pas uniquement français, c'est la question de la réduction de l'usage des pesticides, qui constitue finalement un enjeu de santé publique également. Alors voilà, l'illustration sur les flux, donc ce sont des cartes un petit peu compliquées. Je vous montre ici l'évolution des grands flux d'azote entre les grandes régions du monde. Et vous avez 2 années, 1986 en haut, 2009 en bas. Et ce sont les échanges de produits agricoles, en fait, animaux et végétaux, qui sont comptabilisés. Et vous voyez finalement en rouge, si on regarde la France en particulier, en rouge, un pays qui est finalement importateur net. Donc, et cette importation finalement s'accroît. Et donc ça peut poser question parce que finalement cette importation fait peser sur les pays importateurs les impacts environnementaux liés à ces produits. Hop, merci. Juste pour rappeler là aussi ce qui a été dit dans le propos précédent, en fait, un déséquilibre, un déficit en fait entre la production et la consommation des matières riches en protéines pour l'alimentation animale en France. Hein. Vous voyez un déficit de l'ordre de 40-50% qui finalement tend à s'accroître un peu. Donc là aussi, ça interroge par rapport à la robustesse finalement des systèmes français à faire face à des aléas qui peuvent être de nature économique, de nature politique également. Donc on peut s'interroger en fait sur la durabilité finalement de ces et le maintien finalement de ces déficits. Donc les limites de l'agriculture actuelle par rapport à ça, finalement, quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, notre agriculture, elle s'est de plus en plus spécialisée, de plus en plus concentrée sur un petit nombre d'espèces. Donc on a une spécialisation, une homogénéisation des systèmes de production avec les impacts sur l'environnement, l'alimentation y compris, et la santé, qui deviennent finalement de moins en moins acceptables par la société. Je crois qu'on le verra après. Et puis, cette agriculture, finalement, elle a aussi du mal à faire face à des fluctuations d'ordre climatique ou économique qui sont finalement fortes, hein, avec une volatilité des prix, des aléas climatiques importants. Et finalement, on peut se poser la question de comment est-ce qu'on va pouvoir accroître la résilience de nos systèmes. Et puis finalement, une agriculture aujourd'hui qui est devenue peu économe en ressources de toute nature. Alors justement, si on regarde un petit flash sur la luzerne, je vous présente ici une étude qui a été faite sur le bassin de la Seine, en fait, qui vous montre l'évolution de la production de luzerne dans cette zone-là. Donc vous avez les différentes années qui vous sont représentées ici,
Et puis les différentes couleurs, donc plus le violet est intense, plus la valeur est élevée, c'est la proportion en fait de la surface qui est représentée par la luzerne. Donc vous voyez finalement une diminution et une concentration en fait locale assez forte de la luzerne. Aujourd'hui, on pourrait aller un petit peu plus loin maintenant sur ces cartes et sûrement montrer une évolution positive, en fait, une réaugmentation de la luzerne, avec des raisons, hein, des causes qui se sont succédées, des causes différentes qui se sont succédées et qui ont expliqué finalement cette diminution forte de la culture de la luzerne. En fait, en parallèle, quand on réfléchit qu'est-ce qui a remplacé la luzerne, ben finalement, ce sont des cultures très très semblables, hein, colza, blé, orge, qu'on retrouve beaucoup. Ici, en fait, les couleurs chaudes qui tendent vers le rouge représentent l'augmentation, en fait, en pourcentage des surfaces entre les années 90 et les années 2000. Donc vous voyez une intensification finalement de ces cultures de colza, blé, orge, qui a remplacé finalement en quelque sorte la luzerne locale. Donc finalement tout le secteur agricole, hein, on l'a dit aussi tout à l'heure, tout le secteur agricole est impliqué dans ces évolutions et dans cette spécialisation en particulier, la spécialisation géographique des entreprises d'aval, la spécialisation de l'élaboration des références et du conseil technique, la concentration des efforts de sélection sur un petit nombre d'espèces, et finalement, cette diminution du nombre d'espèces cultivées va accroître des risques agronomiques forts, le risque d'adventice, le risque de parasites, le risque d'adventice résistante, parce qu'on va utiliser les mêmes molécules, le risque de maladie des cultures, et tous ces risques-là vont induire un usage de plus en plus fort, finalement, des pesticides. Donc c'est une illustration que je vous mets ici, en fait. Ce sont des résultats sur le colza, ici. Et donc vous avez en ordonnée le nombre de traitements phytosanitaires, soit total en haut, soit fongicides, herbicides ou insecticides, en fonction du pourcentage que représente cette culture par petite région. Chaque point est une petite région. Donc vous voyez que finalement, plus on concentre la culture dans une petite région, plus, à l'exception des fongicides, plus on va avoir une augmentation de l'utilisation, en particulier des herbicides et des insecticides. Alors maintenant, je change un petit peu de registre et je vous ai dit que je vous parlerai des enjeux un petit peu globaux, et donc je passe aux enjeux alimentaires et nutritionnels. Pourquoi? Parce que les légumineuses, ce sont des plantes riches en protéines qui peuvent avoir un rôle justement par rapport à ces enjeux. Donc je vous présente ici en haut, en fait, les transitions alimentaires. On parle de 3 transitions alimentaires. Une première transition, si vous suivez la courbe, où dans certains pays, on a une augmentation de la consommation de protéines par habitant. Puis dans une deuxième phase, on a une stabilisation de la consommation de protéines avec une augmentation de la consommation de protéines animales au détriment de la consommation de protéines végétales. Et puis la troisième transition qui commence à se dessiner à la fin, c'est soit un maintien de la consommation de protéines totale, soit une légère réduction selon les pays, mais surtout une diminution de la consommation de protéines animales au profit de la consommation de protéines végétales. Et quand on a en tête que la population mondiale va s'accroître et que dans les pays riches, on va plutôt être dans cette troisième transition, on voit tout de suite le besoin de protéines végétales qui pointe. Donc là, juste une illustration sur la France pour vous illustrer que cette troisième transition alimentaire, en fait, elle commence à être vraiment significative en France, puisqu'on commence à avoir une réduction de la consommation de viande en France en kilos par année et par habitant. Alors, dans les aliments riches en protéines, il y a entre autres les légumes secs. Donc les légumes secs, aujourd'hui, ils ont une faible place dans le régime alimentaire des Français. Aujourd'hui, un Français consomme à peu près 1,4 kg par an de légumes secs, alors qu'il était au-dessus de 7 kg dans les années 1920. Et vous voyez cette consommation par rapport, par exemple, à la consommation de céréales pour un même habitant français. Alors que cette consommation, si on regarde dans d'autres pays, elle est beaucoup plus élevée, on va jusqu'à 15-16 kg par habitant et par an. Donc vous voyez, on a de la marge en France à consommer un peu plus de protéines végétales. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu passer récemment, en fait ça c'est une illustration du Monde il y a quelques jours,
le plan national nutrition santé a changé ses recommandations et a identifié de manière précise les légumineuses comme un aliment à privilégier. En vert ici, ce sont les aliments à privilégier, et donc recommande en fait une consommation plus élevée de ces espèces. En particulier, le PNNS, donc le Plan National Nutrition Santé, recommande de passer d'un équilibre actuel où on consomme à peu près 70% de nos protéines sous forme de protéines animales à plutôt un équilibre 50-50 entre protéines végétales et protéines animales. Donc vous voyez l'enjeu en fait en termes de besoin de protéines végétales. Alors maintenant, face à ces enjeux, voilà, on a posé le cadre. Quelles sont les réponses qui sont apportées par les légumineuses? Donc première chose, je vous le rappelle, les légumineuses, elles ont donc cette capacité à fixer l'azote atmosphérique, et donc sans engrais azotés, elles vont pouvoir apporter au système des quantités bien sûr variables selon les situations, mais qu'on peut estimer à entre 100 et 250 kg par an. C'est vraiment des grosses moyennes, mais voilà, ça donne un ordre d'idée. Alors, c'est un tableau un peu compliqué, mais je vais le commenter rapidement. Les légumineuses, elles sont connues pour leur effet précédent de deux natures. Sur la première ligne, vous avez en fait pour un certain nombre de légumineuses, ici j'ai mis seulement des références pour le pois et le soja, un premier effet précédent qui est qu'elles permettent en général d'augmenter le rendement de la culture suivante. Et puis donc vous avez des gammes qui vous sont données ici. Et puis surtout, ce qui est connu aussi, elles permettent de réduire la fertilisation azotée, non seulement sur les légumineuses elles-mêmes, puisqu'elles ne sont pas fertilisées, mais aussi sur la culture suivante, donc de 20 à 60 kg. Là aussi, ce sont des moyennes, il y a de la variabilité derrière ces valeurs-là. Et puis je vous ai mis en bas à droite des chiffres pour la luzerne, donc à peu près, là aussi, moins 50 kg d'azote par hectare en moyenne sur la culture suivante, et l'effet de la luzerne dure plusieurs années, et puis un gain aussi de rendement sur la culture suivante. Alors, les légumineuses, elles ont aussi, donc, du fait qu'elles ne sont pas fertilisées et qu'elles permettent de réduire la fertilisation sur la culture suivante, elles permettent de diminuer finalement la consommation d'énergie, en particulier d'énergie fossile, à l'échelle de la culture. Vous avez ici deux rotations qui sont présentées, la deuxième contenant un poids. Donc sur cette culture du pois, vous avez une grosse diminution du coût énergétique, finalement, de la consommation énergétique de la culture. Et vous avez dans l'encart en haut à droite l'effet à l'échelle de la rotation qui est sensible, significatif. Autre intérêt des légumineuses, c'est qu'elles réduisent, finalement, n'étant pas fertilisées, elles réduisent les émissions de gaz à effet de serre émises sur les parcelles qui contiennent ces espèces. Donc vous avez ici la comparaison entre deux cultures fertilisées, colza et blé, une légumineuse, un pois non fertilisé, et puis en comparaison, on a mis un blé non fertilisé. Et vous voyez que finalement, la légumineuse, ici le pois, a les mêmes émissions de gaz à effet de serre que le blé non fertilisé, et évidemment des émissions bien moindres que les espèces fertilisées. Donc ça, on retrouve finalement cet effet à l'échelle de la rotation, c'est le même graphe que tout à l'heure, et vous voyez ici sur une rotation de 5 ans, qui inclut une légumineuse, on a une réduction de moins 14% à peu près dans ce calcul-là, c'est les ordres de grandeur qu'on a en général, de ces émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la rotation. Alors, les légumineuses, un autre impact environnemental, un peu plus difficile à gérer, celui-là, c'est le reliquat d'azote qu'elles laissent dans le sol après leur culture, en particulier le reliquat entrée-hiver, qui est en général plus élevé que sur les autres cultures. Vous avez ici différents précédents, blé dur, pois, tournesol, sorgho, soja, et vous avez les quantités d'azote minéral mesurées en novembre, donc en entrée-hiver, sans culture intermédiaire en rouge à gauche, avec culture intermédiaire en bleu. Donc bien sûr, il y a ce risque de lixiviation qui est plus important derrière les légumineuses, qu'il faut bien avoir en tête pour pouvoir le gérer correctement, en fait, pour pas que nos légumineuses elles aient des impacts environnementaux négatifs. Et or, cette gestion de la lixiviation, elle peut être tout à fait... on peut l'atteindre grâce à des cultures intermédiaires efficaces, qui réduisent bien cet azote minéral en entrée-hiver.
Alors, les légumineuses, dans les rotations, elles auront d'autres intérêts. Un premier intérêt, alors ce sont des intérêts qui ne sont pas forcément spécifiques des légumineuses, mais les légumineuses, elles contribuent à ces intérêts-là. Premièrement, l'accroissement de la diversité au niveau du paysage. Finalement, les légumineuses, par la diversité d'espèces qu'elles vont introduire dans le paysage, elles vont permettre de réduire les populations de bioagresseurs à dispersion aérienne. Et il y a en particulier dans des régions où il y a beaucoup de grandes cultures et des grands parcellaires avec peu d'infrastructures agroécologiques, cette espèce, elle joue un rôle vraiment majeur et important. Autre élément, là, c'est pas tout à fait passé, bon, c'est pas grave, c'est l'accroissement de la diversité, cette fois à l'échelle de la parcelle, au niveau de la succession de cultures, et là aussi, du fait de la diversité des espèces qu'on va cultiver les unes après les autres au sein de la parcelle, on va pouvoir réduire, vous avez ici des pourcentages de réduction des niveaux de pied inverse, donc une maladie tellurique, hein, des niveaux de réduction du pied inverse dès qu'on introduit une culture de diversification, et en particulier ici du pois, par rapport à une rotation maïs-blé, ou même, vous voyez la première ligne, une rotation maïs-blé-blé, où là on a augmenté le risque de pied inverse. Quand on insère la légumineuse, on réduit de manière, plus on va diversifier la rotation, plus on va réduire ce risque de pied inverse. Alors, les légumineuses, c'est aussi un moyen de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires sur la rotation. Vous avez ici, en fait, des résultats du réseau DEFI en France, donc des exploitations agricoles engagées dans la réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires. Et vous avez, en fait, on a groupé les exploitations en deux groupes. À gauche, celles qui contiennent une légumineuse dans leur rotation. À droite, celles qui n'en ont pas. Et vous avez les barres en vert, les exploitations qui réduisent le plus leur consommation de phyto, et en rouge, à l'opposé, les exploitations qui réduisent le moins, voire qui accroissent même, qui ont une augmentation de phyto, d'utilisation de phyto supérieure par rapport à la référence. Et vous voyez que si on regarde le groupe de gauche, il y a plus de barres vertes, les barres vertes sont plus élevées, c'est-à-dire que finalement, dans les exploitations agricoles qui utilisent des légumineuses, globalement, elles réduisent davantage leur consommation de produits phytosanitaires par rapport aux exploitations qui n'utilisent pas, qui ne cultivent pas, qui n'intègrent pas de légumineuses. Alors, quelques petits points économiques, mais je vais aller vite parce que je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. On a souvent idée que les légumineuses, ce n'est pas intéressant économiquement. Donc, quand on regarde ce graphe-là, en fait, qui représente la marge économique de différentes espèces, hein, on a le colza et les céréales sur la gauche et les légumineuses, le pois, en fait, sur la droite. Vous voyez que le pois a la plus faible marge pour deux scénarios de prix, moyen et élevé. Le pois a la plus faible marge par rapport à l'ensemble des autres cultures. Mais si on regarde à l'échelle de la succession, grâce au pois, on va augmenter la marge de nos cultures, colza et blé, qui vont devenir celles qui ont les plus fortes marges grâce aux précédents légumineuses. Et donc, si on regarde, attention, je vais vous présenter un tableau horrible. Voilà. Si on regarde ça à l'échelle de la succession, en fait, vous avez ici pour 4 régions des comparaisons de succession avec ou sans légumineuses, et le chiffre qui vous est donné dans chaque carré, c'est la différence de marge entre la rotation avec légumineuses et la rotation sans légumineuses. Vous voyez qu'à quelques exceptions près, en fait, les marges sont quasiment équivalentes. Donc, bien sûr, on peut refaire les calculs, bien sûr, ça dépend de la légumineuse, bien sûr, voilà, il y a tout un tas d'hypothèses qui sont derrière ces calculs-là, mais c'est juste pour illustrer le fait que insérer une légumineuse dans un système de culture n'a pas systématiquement un impact économique négatif. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure d'enjeux alimentaires. Il y a aussi un contexte favorable, en fait, vis-à-vis des débouchés des légumineuses, puisqu'il y a énormément d'innovations aujourd'hui dans l'aval, dans les débouchés, hein, dans l'utilisation de ces légumineuses, que ce soit au niveau, je ne vais pas tout détailler, mais on a beaucoup d'innovations au niveau des extraits de protéines, d'ingrédients, de produits type steaks végétaux,
de farine de légumineuses utilisées pour faire des pâtes aux légumineuses, par exemple, ou des innovations dans les procédés en réduisant les temps de cuisson, en réalisant des préparations prêtes à consommer. Et toutes ces innovations, en fait, vont favoriser la consommation des légumineuses. Et si on favorise la consommation, on devrait, a priori, favoriser leur culture. Alors, c'est bon pour la santé, en fait, de manger des légumes, des légumineuses. Je vous ai mis là un certain nombre d'éléments que sûrement vous connaissez déjà, mais il y a des bienfaits santé, des intérêts santé, en fait, sur des maladies du style diabète, maladies cardiovasculaires, surpoids, obésité, et la consommation de légumineuses contribue à réduire finalement les risques de ces maladies. Donc c'est pour ça que c'est recommandé par les nutritionnistes et que le plan national nutrition santé, je vous le montrais tout à l'heure, recommande maintenant explicitement la consommation de ces protéines. Et puis je vous ai mis en bas aussi, là c'est pas pour les humains, c'est pour les animaux, il y a aussi des légumineuses qui ont des effets sanitaires intéressants pour les animaux, sur la santé des animaux. Donc tout ça c'est aussi à prendre en compte finalement quand on raisonne l'insertion des légumineuses dans nos systèmes. Voilà, j'en finis là. Donc juste 2 diapos de conclusion. Juste pour dire que finalement la réintroduction des légumineuses, c'est vraiment un vrai enjeu de reconception de notre système de production agricole. Jusqu'à hier, on va dire, nos systèmes agricoles étaient basés sur une simplification des cultures, l'utilisation massive d'intrants de synthèse, et tout était organisé, tout le système agricole était organisé autour de ces éléments-là. Et autour des cultures majeures. Et finalement, pour demain, ce qu'on attend, c'est une nouvelle modernisation agricole. En fait, on cherche à produire autrement, à enfourcher le paradigme de l'agroécologie. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus diversifier nos cultures, intensifier les régulations biologiques et diversifier nos débouchés en particulier, parce que tout va se faire en même temps. C'est l'idée des engrenages ici. Et donc, ça veut dire derrière qu'il faut raisonner en même temps les innovations de l'amont et de l'aval. Pour développer les légumineuses, c'est essentiel. Ah, là aussi, c'est mal passé. Juste pour dire que la durabilité de nos agroécosystèmes aujourd'hui, elle est fragilisée du fait de tout un tas de choses, d'éléments que je vous ai rappelés dans cet exposé, que cette durabilité, elle peut être favorisée grâce à des régulations biologiques, que les légumineuses, elles vont jouer un rôle clé dans ces régulations biologiques, mais qu'on ne va pouvoir les développer que si en même temps on a une utilisation en alimentation animale et humaine, et on a montré qu'il y avait des atouts nutritionnels et santé, et que tout ça, je suis désolée parce que c'est vraiment mal passé, la compatibilité là, et que tout ça doit se raisonner vraiment en même temps et organiser l'ensemble du système agri-alimentaire autour de ces espèces. Voilà, je vous remercie.